Salut à tous, bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier. Je suis en compagnie de Adrien Boyer, qui est le directeur général de Pinterest pour la France, l'Europe du Sud et le Benelux. Salut Adrien, ça va ? Salut Laurent, ça va, merci. Et dans cette pièce se trouvait également Estelle qui nous chaperonne, qui est la responsable internationale de la communication de Pinterest et qu'on salue au passage. Estelle que je connais depuis un bout de temps. Tout comme Pinterest que je connais depuis un bout de temps. Chères auditrices, chers auditeurs, vous vous souvenez certainement de l'épisode numéro 111 que j'avais enregistré en juillet dernier, où Émilie Nguyen nous donnait les 10 conseils pour vendre mieux et plus grâce à Pinterest. C'était un épisode passionnant que je vous invite à réécouter. Les conseils sont évidemment toujours d'actualité. Mais aujourd'hui, d'autres sujets qu'on abordera avec Adrien. Alors, un premier sujet qui est un peu hors e-commerce, mais qui est quand même hyper intéressant, c'est que tu as rejoint Pinterest en 2017. Il y avait 3 personnes. Aujourd'hui, vous êtes près d'une centaine sur ton périmètre, une cinquantaine en France. Et surtout, vous êtes passé de... alors, ça existait déjà, mais à presque 20 millions d'utilisateurs, c'est ça C'est ça, de la plateforme, de visiteurs uniques sur la France. Donc voilà, pas mal de sujets autour du développement de Pinterest sur ces 5 dernières années que je serais curieux d'aborder avec toi. Et ensuite, on abordera des sujets d'évolution d'usage dans le shopping en ligne et comment est-ce que Pinterest s'inscrit dans ces évolutions. Beaucoup d'innovations en 2022. Pinterest Presents sur la recommandation, Pinterest Predicts sur les tendances, des intégrations beaucoup plus fortes avec Shopify ou WooCommerce et Pinterest Checkout qu'on abordera. Et on ouvrira ensuite sur les grandes tendances d'avenir. Je vois Estelle qui sourit parce que je fais des gestes en parlant. Mais toi aussi Adrien. Les grandes tendances présentes et des années à venir qui peuvent vous impacter, vous, chères auditrices, chers auditeurs, qui êtes dans l'e-commerce ou allez vous y lancer. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Adrien est arrivé il y a presque 1 heure et on a parlé de plein de choses. Tu as une belle carrière avant d'arriver chez Pinterest. Merci. Un passage, l'étranger d'abord, chez LVMH et dans les alcools. Ouais, en fait, moi, je suis né à Paris, je grandis à Paris. J'ai fait un DocMass à l'université Paris-Dauphine. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, le SCP. Et en fait, l'internationalisation s'est imposée avec le service militaire en entreprise, comme beaucoup d'autres personnes. Et en fait, je suis parti travailler pour le groupe LVMH à New York, où j'ai fait du marketing stratégique et opérationnel pour la marque NC. En concentrant sur les marchés ethniques, ce qui était une aventure passionnante pour découvrir les États-Unis dans sa complexité. Et en fait, l'expérience était tellement bonne que j'ai passé 4 ans donc dans cette filiale qui était une joint venture entre LVMH et Diageo. Et puis accessoirement New York, c'est sympa. Et New York, c'est très sympa. En CSNE, c'est ça à l'époque, hein. C'était CSNE à l'époque. CSNE, ouais. Moi j'ai fait la suite, j'ai fait le VIE à New York, qui était le nouveau CSNE. Et donc 4 ans à New York, ensuite je suis allé à Boston pour faire mon MBA à Harvard. Et puis ensuite je suis rentré en France, où j'ai travaillé dans le conseil en stratégie pendant un peu plus de 4 ans. Donc ça, c'était une expérience aussi très internationale, parce que j'ai fait beaucoup de projets à l'étranger, en Inde, au Japon, dans les pays nordiques, aussi bien qu'en France. Et puis... Dans quel cabinet ? McKinsey. Okay. Exactement. Et puis, suite à ces 4 ans, un peu plus de 4 ans de conseil, j'ai voulu reprendre les acquis et retourner dans l'opérationnel. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour un entrepreneur qui avait monté un groupe de communication, donc Altavia. Et puis, j'ai été approché par une entreprise en fort développement fin 2011, qui s'appelait Facebook à l'époque, et qui donc était en construction de ses équipes en Europe. Et donc, j'étais une des premières personnes à rejoindre une équipe de comptes internationaux qui visait en fait à développer et faire grandir des partenariats avec les plus grands annonceurs au monde. 2011-2012, c'est ça, chez Facebook ?
au cœur du réacteur, quoi. Cœur du réacteur. Ah ouais, c'était une époque où Facebook avait déjà 700 millions d'utilisateurs, mais les équipes en Europe étaient très lean. Et donc, c'était vraiment cette phase de construction, si tu veux, des équipes et du business. La proposition de valeur à l'époque, c'était quand même d'avoir juste une page de marque et puis d'acheter des likes. Donc, c'était assez basique. Et notre mission, justement, dans cette équipe, c'était de construire une proposition de valeur qui soit un peu plus élaborée et qui puisse répondre aux attentes des leaders marketing et des marques de ce monde. Et donc 5 ans chez Facebook. Ouais, entre Paris et Londres. Ok. Exactement. Et puis 2017, donc je suis approché par Pinterest et ça m'a plu. Ça m'a plu pour plusieurs raisons. D'une part parce que Pinterest est un produit que je trouve être un produit de son temps. C'est un moteur d'inspiration visuelle. C'est le point de départ de la construction de projets. C'est le point de départ de l'inspiration et de la créativité. Il faut savoir que moi j'adore la photographie, donc j'ai tout de suite été conquis. Par ailleurs, Pinterest était beaucoup plus émergent dans son développement à l'international. En 2017, Facebook était déjà une entreprise très grande, très très corporate. Et j'avais l'opportunité donc de participer au développement de Pinterest en devenant le patron de pays pour la France d'abord, et de rejoindre l'équipe produit pour me concentrer sur ma première mission pour faire croître l'usage de Pinterest. 3 personnes seulement, hein, c'est ça, quand tu arrives, pardon. 3 personnes au tout début, donc vraiment tout à faire, pour être très franc. Et donc, première mission, construire les équipes de user growth et content creator growth. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire recruter des personnes qui font du growth marketing, qui est du marketing très analytique pour comprendre le cheminement d'un utilisateur lorsqu'il arrive sur le site Pinterest, la création d'un compte, l'activation de ce compte, toutes les formes d'engagement ensuite qu'il peut avoir. Donc, il y a une organisation miroir à celle de San Francisco, donc pour travailler en prise avec les ingénieurs et les PM, comprendre quelles sont les déviations d'un comportement d'un utilisateur français par rapport à un utilisateur américain, par exemple. À ce moment-là, tu t'occupes de Pinterest France, ou France, déjà et puis ensuite l'Europe du Sud et le Benelux. Ouais, et donc de grosses différences d'usage entre ce que vous voyez Pinterest France ou Benelux versus États-Unis? Alors, on voyait quelques différences qui peuvent être notoires. Ça peut être sur certaines catégories de contenu. Par exemple, en France, on note une appétence pour l'art et la culture. Donc, l'exception culturelle française se vérifie sur Pinterest. C'était beaucoup plus notoire en France qu'aux États-Unis. Et puis après, ça peut aussi se manifester par rapport à certaines fonctionnalités. Donc, par exemple, on observait que les utilisateurs français enregistraient moins d'épingles dans des tableaux qu'aux États-Unis. Donc on a essayé de comprendre. Donc on a fait des focus group et on a vu effectivement que to pin, qu'on avait traduit comme enregistrer en français, n'était pas toujours compris comme enregistrer dans un tableau. Donc des utilisateurs pensaient qu'ils enregistraient dans le cloud ou sur leur ordinateur. Okay. Et donc ça a mené à faire des expérimentations, des notifications dans l'expérience des utilisateurs français pour pouvoir leur expliquer la valeur du tableau, la valeur d'enregistrement d'épingles dans des tableaux, et donc justement avoir une expérience qui soit plus complète du service, parce que effectivement si tu n'enregistres pas d'épingles dans un tableau, tu as un certain usage, mais tu n'as pas l'expérience totale. Mais pas l'expérience totale, effectivement. Okay. Donc tu as d'abord construit la growth. Voilà, donc on a fait ça. On avait aussi des équipes de partner managers qui approchaient en fait les créateurs de contenu professionnels, donc les marques, les influenceurs, les blogueurs, les éditeurs, pour leur faire valoir l'intérêt d'être découvert sur Pinterest. Il faut voir que Pinterest, c'est comme une place de marché d'inspiration. Donc pour inspirer une communauté d'utilisateurs français, il faut avoir du contenu de qualité. Donc effectivement, recrutement de ces équipes. Et puis, on a également des équipes de marketing, de com, de PR pour s'assurer qu'on développe la notoriété et la compréhension de Pinterest sur le marché. Qui n'est pas un réseau social. Et pour certains, l'assimilation peut être... Oui, effectivement. Pinterest est plus un moteur d'inspiration, de découverte visuelle. Et en fait, il faut revenir à l'état d'esprit des utilisateurs, à leur comportement. En fait, tous les jours, tu as des dizaines de millions d'utilisateurs qui vont sur la plateforme et qui viennent en phase d'amorçage de projet. Donc, ils viennent parce qu'ils se demandent quel dîner ils vont faire ce soir, où est-ce qu'ils vont partir ce week-end, peut-être des beauty tips ou comment est-ce qu'ils veulent s'habiller, comment ils veulent rénover leur appartement. Donc, ça peut être des projets du quotidien comme ça. Ça peut être des projets saisonniers.
Donc préparer l'été, préparer back to school, préparer les fêtes de fin d'année, qui peuvent être des projets multicatégories. Et puis ça peut être aussi des grands moments de vie. Donc tu peux penser à la préparation d'un mariage, qui est un cas d'utilisation très fort sur Pinterest, l'arrivée d'un enfant. J'en sais quelque chose, depuis de 7 mois, et j'ai bien utilisé la plateforme pour préparer son arrivée. Et puis, par exemple, un grand déménagement. Donc en fait, tu viens sur Pinterest, pas pour connecter avec des amis, ce qui est quand même la motivation première d'un réseau social, mais tu y vas pour un usage qui est éminemment personnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu es sur un espace-temps qui est très différent. Donc sur un réseau social, tu viens pour partager ce que tu as fait par le passé ou ce que tu es en train de faire. Sur Pinterest, tu viens préparer l'avenir. Donc tu prépares tes projets de vie. Donc c'est non seulement un espace-temps différent, mais c'est également une plateforme de planification et de productivité que tu n'as pas forcément sur un réseau social. Il y a beaucoup d'entertainment, beaucoup de voir la vie des autres, mais un peu en étant passif. Alors que sur Pinterest, à un moment, tu vas prendre action et tu vas réaliser cette inspiration. Formidable. Et ça, c'est côté utilisateur. Côté brand, c'est une super plateforme aussi de brand content et d'activation qui, de l'inspiration, nous amène potentiellement vers l'acte d'achat. Enfin, amène en tout cas vos utilisateurs, vos clients vers l'acte d'achat. Tout à fait. En fait, tu as une relation qui est très symbiotique entre les utilisateurs et les marques. Parce que d'une part, lorsque je veux redécorer ma maison, lorsque je veux préparer un voyage, lorsque je veux préparer une recette, à un moment, il y a cette intention de passer à l'action et qui est une intention commerciale très forte. On a 89% de nos utilisateurs qui viennent sur Pinterest en amont d'un acte d'achat. Et donc, qui est le plus à même de répondre à ces attentes? Ce sont les marques, les créateurs de contenu professionnels. Donc on a, juste pour te donner quelques stats qui sont assez intéressantes, tous les mois des milliards de recherches sur Pinterest, donc 97% ne mentionnent pas de nom de marque. Donc typiquement, dans la déco, je te donne l'exemple, quelqu'un va chercher des inspirations pour faire un salon scandinave. Et donc, si tu veux, ce sont des requêtes qui sont assez en amont et assez ouvertes. Mais par contre, plus de 75% du contenu sur la plateforme est du contenu de créateurs de contenu professionnels. Donc les marques, en fait, sur Pinterest, sont des solutions par rapport à des recherches d'utilisateurs. Et j'irais même jusqu'à dire que sans marque, il n'y a pas de produit Pinterest. Et ce n'est pas le cas, effectivement, d'un réseau social où, sans marque, tu aurais des individus qui connecteraient comme est leur aspiration lorsqu'ils viennent sur un tel réseau. Je répète ces deux stats qui sont hyper intéressantes pour nos auditrices, nos auditeurs. 89% des utilisateurs utilisent Pinterest pour s'inspirer avant un acte d'achat. Ouais. Et 75% du contenu est du contenu professionnel, enfin du contenu de marque. Créateur de contenu professionnel. Marque. Oui, aux marques, influenceurs, blogueurs. Ouais. Hyper intéressant. Donc évidemment, alors vous connaissez certainement tous Pinterest, mais c'est une plateforme à ne pas manquer. Et je vous invite à aller trouver sur Pinterest de très beaux exemples de marques qui sont passées, ou de DNVB, ou de brands en tout cas, qui sont passées sur le panier et qui ont des belles réussites. Je suis toujours étonné par le nombre de vues qu'ont ces marques. Ça se compte en millions de vues mensuelles sur leur pin. C'est un gros vecteur de notoriété. Alors je reviens un peu sur ces 5 premières années, je ne sais pas ce que nous réserve la suite, mais chez Pinterest, tu passes de 3 à 90 personnes sur ton périmètre, tu t'es occupé de la growth, de la distribution et des partenariats aussi. Hein. Oui, alors en fait, donc, ma première mission, c'était de faire croître la base utilisateur et l'engagement sur la plateforme. Donc, recruter ces différentes fonctions requises pour cela. En fait, l'idée étant d'atteindre une taille critique de base d'utilisateurs pour pouvoir ensuite monétiser. Et donc, multiplier par 3 la base d'utilisateurs pendant cette période. Et en fait, en 2018, on travaille avec le leadership pour localiser d'abord, et ensuite lancer la plateforme publicitaire en France. France étant le premier marché non anglophone où nous avons lancé la plateforme publicitaire. Ok. Donc ça, c'était quelque chose qui nous motivait particulièrement. Alors que Pinterest était déjà présent partout dans le monde. Oui. Ok. Enfin, dans beaucoup de pays. Pourquoi la France ? Alors, parce que d'une part, la base utilisateur avait cru à un niveau très satisfaisant, donc on avait une taille critique qui permettait de le faire, et puis notre lobbying, je peux le dire, et puis aussi un degré de confort très important, parce qu'il y a quelque part une symbiose entre les appétences des utilisateurs français et les catégories endémiques sur Pinterest. Les plus grandes catégories, c'est quand même tout ce qui touche à la nourriture, à la boisson, à la mode, à la beauté, au voyage, à la déco, qui sont vraiment des points de passion
pour les utilisateurs français. Donc une trajectoire et une taille critique qui justifiait et qui nous donnait confiance dans ce marché test. Donc en 2018, on travaille avec les ingénieurs, les PM et le leadership pour localiser la plateforme et la tester avec différents types d'annonceurs. Ça se passe très bien et donc ça a été le point de départ en fait du déploiement de la plateforme publicitaire dans le reste de l'Europe et dans le reste de l'international. Et donc à titre personnel, début 2019, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai pris ma deuxième mission qui était de construire l'organisation commerciale pour Pinterest, pour la France, l'Europe du Sud et le Benelux. Et donc j'ai recruté des équipes qui sont composées d'une part de ce qu'on appelle les partner managers, donc qui sont des personnes qui vont travailler avec les marques pour les éduquer et pour faire des propositions d'activation sur la plateforme. Les account managers qui sont les personnes plutôt back-end qui mettent les campagnes en ligne, qui les optimisent et qui font les upsells. Et puis tout l'écosystème de partenaires cross-fonctionnels qui sont très importants pour pouvoir accompagner nos partenaires marques et agences. Donc des experts en insight, des experts en adaptation créative de campagne sur ce canevas créatif qui est Pinterest, des experts en mesure de l'efficacité, des experts en sales operations, en agence et autres. Et donc depuis, effectivement, ma priorité a été de faire croître les équipes, de structurer la société et puis de faire croître effectivement notre business tout en nous assurant que nos partenaires agences et marques voient le succès attendu sur la plateforme. Avec un dernier chapitre récent lors du Covid où vous avez pris 100 millions vous avez gagné 100 millions d'utilisateurs sur la période Covid. Oui, en fait, tu n'es pas sans savoir que pour le Covid, il y a quand même eu effectivement des restrictions très importantes. Les gens étaient un peu, surtout pendant cette première phase, coincés chez eux. Donc beaucoup de temps a été reporté sur les plateformes digitales. Et Pinterest, donc, on a profité. Et c'était une phase d'enseignement très forte pour nous, d'un point de vue d'insight, en fait, consommateur. D'une part, c'était drôle de voir que les individus dans le confinement avaient besoin de se projeter dans l'après-Covid et venaient sur Pinterest pour le faire. Donc, par exemple, les fêtes de Noël sont typiquement planifiées dès juin sur Pinterest. Mais là, pendant le Covid... Dès juin. Okay. Mais là, pendant le Covid, elles étaient planifiées dès avril. Donc, ça te montrait qu'il y avait cette envie de se projeter dans l'après, si tu veux. Et ensuite, il y a un autre insight qui a été très, très important pour nous, qui a été de voir l'expression de recherche de positivité, de bien-être sur la plateforme. Alors, on a toujours su intuitivement que nos utilisateurs ont un rapport assez affectif à la plateforme. On entend beaucoup de commentaires très positifs. Mais là, ça s'est vraiment exprimé en masse. Et donc, en fait, on a vu des recherches sur le bien-être, l'équilibre, la positivité et autres. On a voulu mieux comprendre ce que cette thématique voulait dire pour nos utilisateurs. Et on a compris, en fait, que Pinterest était un espace qu'il qualifie à 91% comme un espace positif, alors que ces utilisateurs de Pinterest n'étaient que 26% à qualifier les réseaux sociaux comme des espaces positifs. Et donc, pourquoi ? Tout ça parce que, d'une part, sur Pinterest, ils venaient pour être leur authentique moi. Ils ne venaient pas pour se projeter vis-à-vis d'une communauté. Sur Pinterest, ils venaient pour se projeter dans l'après-Covid, comme je le disais. Donc, ils venaient rechercher des inspirations, de la créativité dans un moment extrêmement anxiogène. Sur Pinterest, tu n'as pas de contenu politique, donc tu n'as pas de hate speech, tu n'as pas de fake news. Ça ne trouve pas sa place sur la plateforme. Donc, c'est une expérience de service qui est qualitative en soi. Et donc, si tu veux, pour nous, c'était très important. Alors, on a même été jusqu'à comprendre ce que ça voulait dire pour les marques. Et ce qui est intéressant, c'est que 6 utilisateurs de Pinterest sur 10 nous disent qu'ils sont plus enclins à se souvenir d'une marque, à considérer une marque et à vouloir acheter une marque qui apparaît dans un environnement positif. Et à contrario, ils sont enclins à mettre une taxe, entre guillemets, à une marque qui apparaît dans un environnement négatif. Donc c'est quelque chose qui était assez intéressant comme insight parce qu'il y a une responsabilité de plateforme qui incombe à la qualité de l'environnement, la brand safety et autres, mais il y a aussi une responsabilité de la marque dans l'état d'esprit des utilisateurs. Hyper intéressant. 6 utilisateurs sur 10 enclins à se souvenir et acheter une marque dans un environnement positif. Évidemment, c'est pas vraiment un espace d'expression, d'avis, d'opinion. Donc en plus, on a été un peu sauvegardé de ce genre d'effet qu'il y a eu sur les réseaux sociaux pendant le Covid. C'est intéressant.
Ok, super. C'est aussi, je pense que c'est pas une fatalité, je pense que c'est aussi un choix délibéré de concevoir un produit et une expérience qui soit qualitative et positive. Juste pour te donner quelques exemples, quand tu penses au contenu qui est accepté ou interdit sur la plateforme, on n'a pas attendu la controverse des antivax pour l'interdire. On l'a interdit dès 2017. Depuis 2018, on ne prend pas d'argent de campagne de partis politiques. On a banni par exemple le contenu qui a trait à des régimes amincissants parce qu'on pense que c'est anxiogène pour des jeunes, c'est pas inspirationnel. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc par exemple, tu as un ensemble de règles assez conservatrices que nous prenons pour nous assurer que les utilisateurs soient exposés à du contenu de qualité. Ensuite, tu as d'autres facteurs qui sont des fonctionnalités produits qui peuvent être inclusives. Par exemple, on a lancé une fonctionnalité qui te permet de filtrer les résultats de recherche sur Pinterest en fonction de ton grain de peau. Et ça, c'est venu typiquement d'un feedback d'utilisateurs aux États-Unis, où l'utilisateur africain-américain nous disait, mais lorsque je tape des recherches de tips de beauté, je ne me retrouve pas dans les résultats de recherche, je vois beaucoup de modèles caucasiens. Et donc le développement de cette fonctionnalité permet à chacun, quelle que soit sa teinte de peau, quelle que soit sa race, de pouvoir trouver des résultats de recherche qui lui correspondent. On a lancé la même fonctionnalité sur le type de cheveux. Donc si tu cherches par exemple des types de beauté ou de mode ou je ne sais quoi, eh ben, tu peux choisir d'avoir des résultats de recherche qui ne seront que de personnes qui ont les cheveux frisés ou lisses ou autres. Donc il y a cette conscience aiguë de vouloir aussi non seulement protéger les utilisateurs par les politiques, mais également construire un produit qui soit extrêmement inclusif, qui contribue au sentiment de positivité. Et j'allais dire qui contribue à ce sentiment de positivité. Est-ce qu'il y a du coup un pendant pour les marques sur ce type de filtre ou ce type d'affinage? Alors en fait, elles n'ont pas vraiment ça, ce sont des choix de plateforme, ouais. Donc elles n'ont pas forcément la capacité d'exploiter. En fait, elles seront tout simplement distribuées de manière beaucoup plus pertinente par rapport aux utilisateurs qui vont découvrir leurs produits sur la plateforme. Ok. Alors juste pour clore, et parce que la question m'intéresse, cette partie, les 5 dernières années de Pinterest, tu es passé par McKinsey, tu es passé par Harvard. Qu'est-ce que tu avais dans tes bagages et qui t'a permis de faire cette belle croissance et cette organisation de la boîte? Écoute, je pense que moi j'ai une expérience qui combine Big Corporate, le conseil, et puis ensuite, depuis 10 ans, une expérience de build-up et scale-up dans la tech. Et en fait, j'ai appris à travers ces différentes expériences. Dans mon expérience chez LVMH ou chez Diageo aux États-Unis, j'ai appris vraiment le cœur de la fonction marketing. Si tu veux, par exemple, comment générer des insights consommateurs, comment les exploiter, comment construire une marque et comment lancer des produits ou des programmes marketing qui entrent en résonance avec les attentes des consommateurs. Dans le conseil, j'ai appris quelque chose qui est très différent, qui est en fait le problem structuring et le problem solving. Donc, tu passes de projets qui peuvent aller d'une grande marque de luxe à un constructeur naval, une boîte dans la sidérurgie, et en fait, a priori, tu te dis, mais j'ai jamais fait ça, comment je vais m'en sortir? Et en fait, tu t'en sors toujours. Parce qu'il y a un ensemble d'outils qui te permettent de définir une problématique, de trouver des hypothèses et de trouver des solutions par rapport à cette problématique. Le problem solving. Et du coup, je me demande quelle est la meilleure école entre Harvard et McKinsey. Ce sont deux choses très différentes, mais j'ai l'impression que le conseil, ça te forme à structurer un problème et du coup, la réponse est d'être ensuite très adaptable en fonction de... Oui, tout à fait. Mais après, Harvard, c'était une expérience complètement différente qui t'apprend ce que c'est que convaincre les autres, tout simplement. C'est une expérience académique qui est assez... distinctive. C'est un mode d'éducation qui n'est pas celui que j'avais rencontré en école de commerce en France. En fait, tu as 10 sections de 90 personnes chacune, tu as un cas à lire avant d'aller en classe, on te donne plein de données, plein de faits, on te pose devant une problématique, et ensuite le cours consiste à argumenter au sein de ta classe et d'emporter l'adhésion de ton point de vue. Et donc, quelque part, pour moi, ça, c'est l'expérience en entreprise. Tu te retrouves dans un comité de direction, tu vas discuter stratégie, tu vas discuter de situations de crise, de plans d'action. On a un certain nombre de données et on va confronter nos points de vue.
Et quelque part, la personne qui est la plus convaincante va l'emporter. Donc, quelque part, j'ai beaucoup aimé, si tu veux, cette expérience d'Harvard parce qu'elle t'habitue à cette dynamique. Elle t'habitue à la fois à penser de la stratégie jusqu'à l'exécution, à développer des convictions et à être très polyvalent par rapport aux typologies de situations dans lesquelles tu pourrais te retrouver. Donc, mais bon, ça reste académique. McKinsey, c'était beaucoup plus concret, pratique. Après, moi, j'ai toujours voulu, si tu veux, intégrer de la stratégie jusqu'à l'exécution. Et donc, j'ai quitté le conseil pour revenir dans l'opération parce que ce que je trouve passionnant, c'est ensuite de voir l'impact de tes décisions jusqu'au bout. Donc, et plus tôt tu le fais dans une entreprise, plus l'impact est important. Donc, je trouvais passionnant de voir, si tu veux, de voir aujourd'hui, 5 ans après mon début chez Pinterest, où il y avait 3 personnes, de voir tout le chemin accompli et de se dire que voilà, j'ai eu la chance de pouvoir jouer un rôle important dans le développement de sa société en France et en Europe du Sud. Passionnant, effectivement. Alors, je clôt cette partie-là que je trouve hyper intéressante, mais plus d'un point de vue orga, stratégie, direction générale. Évidemment, ça me touche. Pour revenir à l'utilisateur, tu arrives en 2017, tu es depuis 2012, 2011-2012 dans le digital. J'aimerais savoir si tu as vu ou quelle est ta vision, prenant un peu de hauteur en regardant dans le rétro, les évolutions d'usage sur le shopping en ligne. Oui, c'est intéressant parce que quand tu regardes l'écosystème, il y a des acteurs qui ont comme point de départ l'inspiration et qui visent à descendre dans l'acte d'achat. Et puis tu as des acteurs qui ont comme point de départ l'acte d'achat et qui cherchent à remonter de plus en plus dans l'inspiration. Et donc c'est effectivement un environnement concurrentiel très, très actif de ce point de vue-là. Nous, on pense, ma conviction, c'est que Pinterest est le seul acteur, si tu veux, à permettre à un utilisateur de passer de cette phase de considération active de projet à l'acte d'achat dans un funnel qui est le plus restreint et sans friction. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul. Et dans un premier temps, notre première phase de développement produit, ça a été de construire une expérience de découverte qui soit distinctive. Et distinctive par là qu'elle repose sur notre compréhension et notre connaissance de ton goût et non d'un algorithme social ou autre. Donc, lorsque tu viens sur Pinterest, on va te demander d'abord quels sont 5 centres d'intérêt. Ça peut être le jardinage, la mode, la nourriture. Et ensuite, à chaque fois que tu fais une recherche dans le moteur sur Pinterest, à chaque fois que tu cliques sur une épingle ou que tu crées un tableau, la façon dont tu le nommes, ça nous envoie un signal. Et comme on a plus de 300 milliards d'épingles sur la plateforme, qui sont toutes annotées selon une certaine structure de contenu qui nous paraît logique, et qu'on a développé des algorithmes de machine learning et de reconnaissance visuelle assez puissants, et bien à chaque fois que tu nous envoies des signaux, on pense que ça va nous permettre d'aller chercher du contenu que nous pensons va correspondre à ton goût et au projet que tu es en train d'entreprendre sur la plateforme. Donc souvent, si tu veux, les retours qu'on a, c'est « mais comment que vous pouviez savoir que tel produit ou telle scène allait me plaire ?» Donc ça a été vraiment la première phase de développement produit. Ensuite, cette expérience, à ce moment-là, était toujours imparfaite. C'est-à-dire qu'à un moment, tu allais chercher des objets de déco, tu voyais des scènes, tu voyais des objets, c'était magnifique, et à un moment, tu voulais acheter, et là, l'expérience pêchait. Donc souvent, les gens cliquaient, le lien était cassé, ou ils arrivaient sur un e-commerçant, mais le produit n'était pas en stock, ou le prix avait changé, ou voilà, il n'y avait pas une expérience end-to-end qui était suffisamment bonne. Et donc la deuxième phase de notre développement produit, ça a été de nous attacher à l'acte d'achat. Et donc on a lancé récemment tout un ensemble de fonctionnalités de shopping qui permettent de créer ce continuum de l'inspiration jusqu'à l'acte d'achat. Donc, à titre d'exemple, on a lancé un programme de marchand vérifié qui permet effectivement à un marchand d'avoir un petit macaron bleu qui, quelque part, est un gage de qualité et donne un avantage dans la distribution. On a lancé la fonctionnalité catalogue qui permet à un distributeur d'ingérer, d'importer en fait tout son flux de produits. Et donc notre technologie permet de convertir ces produits en épingles produits dynamiques. Donc qu'est-ce que c'est une épingle produit ? C'est une épingle qui va se concentrer sur un produit que tu peux acheter et qui va avoir des informations très utiles pour l'utilisateur. Donc ça va avoir un prix dynamique. Donc si le marchand fait une promotion, il sera actualisé en live. La disponibilité en stock, les revues d'autres utilisateurs,
peut-être des informations logistiques qui seront utiles comme voilà, le délai pour le livrer ou la localisation, ainsi de suite. Et donc, lorsque tu es un distributeur ou une marque et que tu ingères tout ton catalogue de produits et que tu crées toutes ces millions d'épingles produits dynamiques, à ce moment-là, elles sont éligibles pour la distribution et elles peuvent être repérées par nos algorithmes de machine learning, de découverte visuelle. Comme une épingle. Comme une épingle classique, Okay. En aval de l'expérience de découverte, si tu veux, au moment de passer à l'acte d'achat. Donc, par exemple, on est souvent d'ailleurs très apprécié des marques et des distributeurs, puisqu'on est pourvoyeur d'un trafic extrêmement qualitatif pour nos partenaires e-commerçants. Puisqu'à un moment, lorsque tu cliques sur l'épingle, tu es transporté sur le site du e-commerçant pour acheter ce produit. Et donc, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir la data pour non seulement, au-delà de cette conversion, pouvoir faire du CRM, par exemple, avec cet utilisateur. Alors, on avait vu pas mal de use cases l'année dernière avec Émilie, qui était très intéressant, mais qui était surtout grand groupe. Or, vous sortez cette année, en tout cas, il y a une accélération des intégrations avec WooCommerce, avec Shopify aussi. Donc, c'est un marché un peu différent, une cible un peu différente que vous attaquez, enfin, à qui en tout cas vous proposez le service. Oui, c'est très important pour nous parce que notre aspiration, c'est d'être utile à tous les acteurs du commerce en France. Et donc, les intégrations avec WooCommerce, qui a plus de 3,6 millions de clients, ou Shopify, qu'on ne présente plus, nous permettent de faciliter l'activation sur Pinterest, et notamment commerce, auprès des TPE et des PME en France. Et ça, on y est très attaché. Et du coup, une approche en termes de développement et de partenariat qui est différente de celle des grands groupes, j'imagine ? Oui, parce qu'effectivement, notre équipe basée à Paris travaille avec les grands groupes du CAC 40. On a, je crois, 17 des top 20 annonceurs en France qui sont sur la plateforme. Cette typologie d'annonceurs demande un service qui soit vraiment de proximité, très engagé, avec toutes les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir activer. C'est difficile de fournir le même service auprès de millions de TPE et de PME. Donc on est effectivement dans des logiques plus partenariales, puisque Shopify et WooCommerce, eux, savent gérer ce type de flux. Donc nous, on met notre technologie à disposition et eux facilitent l'intégration et l'adoption. Donc avec une approche très self-service où je vais connecter très facilement mon Shopify, mon WooCommerce ou autre, puisque vous avez l'API est maintenant aussi accessible. Oui, on peut tout à fait y avoir accès. Oui. C'est ça. Donc je peux, si vous n'êtes pas, chers auditrices, chers auditeurs, sur Shopify ou WooCommerce pour l'instant, j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres partenariats ensuite, d'autres intégrations. Utiliser l'API pour du coup injecter mon catalogue dans Pinterest, où je peux en faire, j'imagine, la promo aussi. Tout à fait. Et donc, qui va être intégré dans via les algos, comme les autres épingles de. C'est tout à fait ça. Tu peux ingérer ton catalogue produit en self-serve. Ça créera automatiquement des épingles produits dynamiques, comme je le disais, et tu peux là-dessus activer une campagne en exploitant toutes nos capacités de ciblage, toujours de manière automatisée. Formidable. On a vu dans d'autres épisodes, notamment dans l'épisode avec Big Blue, sur parmi les critères déclencheurs de l'acte d'achat, que l'information temps réel de la disponibilité du produit, du temps de livraison et de son prix sont importants. Et donc ça, le fait de lier mon catalogue à Pinterest me permet de le faire du coup. Oui. Et d'avoir une information en temps réel. Formidable. Vous lancez aussi Pinterest Predicts. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des tendances qui se passent l'année suivante. Et pourquoi est-ce qu'elles sont très précieuses, ces tendances ? C'est parce que je reviens au comportement d'utilisateur. Lorsque tu vas sur Pinterest, tu vas pour faire une recherche sur un projet d'avenir. Et donc, on a des milliards de recherches qui s'expriment chaque mois sur la plateforme. Et ce ne sont pas uniquement des recherches déclaratives, ce sont des projets que les gens vont vraiment entreprendre. Et donc, ça fait de Pinterest un laboratoire d'insights prédictifs. Très intéressant et très prisé de nos partenaires marques et agences. Donc chaque année, on publie un rapport qui est en libre accès. Il y a un site dédié d'ailleurs, pinterestpredicts.com, et qui va te lister les 100 tendances qui vont se réaliser l'année suivante. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque année, on fait le suivi de ces tendances et 80% d'entre elles se vérifient. Et ces tendances sont souvent reprises par des cabinets de tendances d'ailleurs, qui en fait les utilisent pour vérifier leurs recommandations vis-à-vis de leurs clients. Donc elles sont assez puissantes. Et elles peuvent avoir des implications en termes de développement de produits, campagne de marque, campagne promotionnelle, enfin il y a tout type d'utilisation de ces tendances, mais c'est un peu le point de départ quelque part d'une activation sur Pinterest.
Alors, je te poserai la question un peu plus tard de tes conseils si je veux lancer une marque consumer en 2022. Peut-être qu'on pourrait y revenir à ce moment-là parce que l'insight data est important et j'imagine que la big data, quand on a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs mensuels dans le monde, on doit en avoir un sacré paquet. Donc les intégrations, pour revenir aux nouveautés ou en tout cas au grand lancement 2022-2023, les intégrations aux CMS les plus courants de e-commerce du coup pour permettre à des TPE, des PME d'utiliser au mieux la plateforme. Pinterest Predicts, donc les grandes tendances sur predicts.pinterest.com. Non, pardon. Justpredicts.com. Ouais. Vous tapez ça dans votre moteur de recherche préféré, vous le trouverez. Est-ce qu'il y a des évolutions aussi au niveau de la boutique ? Est-ce que je peux créer une boutique sur Pinterest à proprement parler ? Oui, tout à fait. Donc maintenant, tu peux créer ta boutique en tant que marque. Donc tu as un onglet Shop. Donc tu peux mettre, une fois que tu as géré ton catalogue, que tu as produit toutes ces épingles, tu peux effectivement les organiser selon l'organisation la plus logique de la marque sur Pinterest, tout à fait. Et donc on a la capacité aujourd'hui de faire des épingles produits comme je le disais, mais d'avoir des shopping ads. Donc on a des publicités qui permettent effectivement de promouvoir un produit plus directement en exploitant nos capacités de ciblage qui peuvent être d'intérêt intentionnel très fortes. Donc c'est effectivement assez efficace. Et du coup la transaction peut se faire côté Pinterest ? Alors elle se fait avant tout sur le site du e-commerçant. Donc, quand tu cliques sur une épingle, tu es transporté sur le site du commerçant où tu peux effectivement finaliser cette transaction. Mais on va tester Checkout pour voir si ça permet d'avoir une expérience toujours plus fluide et sans friction pour les utilisateurs. Puisque tu le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de passer de l'inspiration jusqu'à l'acte d'achat dans un seul funnel, un seul tunnel. Ce qui est un mouvement de fond, je pense, dans la plupart des écosystèmes dans lesquels un utilisateur, un acheteur peut se trouver. Oui, ce qui est intéressant, juste pour l'historique, on avait lancé un buy button sur la plateforme il y a quelques temps, et en fait ça n'avait pas marché parce que l'expérience de découverte et d'inspiration n'était pas suffisamment forte. Et donc il n'y avait aucune raison finalement d'acheter ce produit, pas parce qu'il y avait juste un buy button que tu allais l'acheter. Donc on a retiré ça, on s'est reconcentré sur cette expérience de découverte. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on amène très facilement un utilisateur de la découverte de scènes vers la découverte de produits. Et du coup, dans ce cadre-là, de cette expérience qui est vraiment améliorée, ça peut faire du sens de pouvoir acheter sur la plateforme. Est-ce que tu vois des grosses différences d'usage entre le mobile et le desktop ? Alors, on voit des usages B2B sur le desktop. Donc on voit que Pinterest est très utilisé dans le domaine de la déco par des architectes, des designers. C'est également utilisé, on le voit dans le domaine de la publicité comme un outil de brief. Donc c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire pour des moodboards, pour l'esprit d'une marque. Voilà, donc ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là. Après, on voit quand même une utilisation qui est vraiment dominante en mobile aujourd'hui. Ok. Avec surtout le tunnel et surtout les différentes fonctionnalités, je veux dire. Tout à fait. Ok, hyper intéressant. Formidable. Donc on a regardé dans le rétro, on a regardé au présent, j'aimerais un peu regarder devant nous maintenant sur l'avenir du shopping en ligne et comment est-ce que Pinterest s'y inscrit, avec toujours j'imagine cette volonté d'être au cœur de l'inspiration et de permettre à des marques de vendre. Est-ce que tu vois des grandes tendances qui peuvent impacter le développement de Pinterest ? Alors nous, on est très focalisé sur ce passage de l'inspiration à l'acte d'achat. Ok. Et on pense qu'on peut toujours améliorer l'expérience utilisateur. On compte le faire de plusieurs manières. D'une part, s'assurer de l'adoption de toutes ces fonctionnalités shopping que nous avons lancées. Donc s'assurer qu'elles soient bien connues, bien utilisées et que les marques et les distributeurs puissent y voir de la performance. Il y a un deuxième pilier qui est de développer, d'accélérer sur l'écosystème de créateurs. Donc on a toujours eu des créateurs sur la plateforme, mais on ne les a pas toujours très bien servis. Aujourd'hui, on veut faciliter leur mise à disposition de contenu sur la plateforme. On veut faciliter un type d'engagement qui soit productif. Ça peut être par le biais, par exemple, du lancement du format épingle idée que nous avons fait récemment, qui permet à un créateur d'écrire. Ouais. Oui, qui est en fait qui peut ressembler à une story, comme les gens connaissent ce terme, mais qui en fait a un usage très différent sur Pinterest, puisque
une inspiration peut du coup être décomposée et expliquée dans sa mise en œuvre de manière beaucoup plus didactique grâce aux différentes fonctionnalités de cette story. Donc c'est une capacité pour un créateur d'expliquer comment faire une recette, comment décorer son intérieur de manière beaucoup plus explicite, didactique et utile du coup. On a également lancé différentes fonctionnalités en termes d'engagement. Donc on a une fonctionnalité qui s'appelle version maintenant, qui est tech. Donc par exemple, je suis un créateur, je viens d'expliquer comment faire une recette de cuisine. Un autre utilisateur aura fait sa version de cette recette et peut également la mettre à disposition. Donc là, tu commences à avoir une communauté qui s'enrichit à partir d'une recette originale. Donc c'est intéressant. Et ça trouve sa place dans la mode, dans la déco, dans plein de choses. Et puis finalement, dernier pilier de cette stratégie créateur, c'est la monétisation. Aujourd'hui, donc, les créateurs peuvent faire des partenariats avec des marques ou peuvent faire de l'affiliation, ce qui ne pouvait pas. Donc très important pour eux également de monétiser pour trouver de la valeur sur Pinterest. Via Pinterest ? Oui. Ok. En pratique, comment est-ce que je fais, moi, marque, pour m'adresser à un... Alors, tu peux soit passer par des plateformes d'influenceurs, où on travaille pour les grands annonceurs, pour aussi identifier des influenceurs, par exemple, des blogueurs qui sont pertinents pour eux. On fait des opérations spéciales également, travaillant avec des influenceurs, des marques et des éditeurs. Et du coup, en fait, on ne définit pas les termes de collaboration et autres, mais aujourd'hui, on peut automatiser en faisant du product tagging dans du contenu de l'influenceur, par exemple. D'accord. Et donc, il y a une monétisation, une rémunération automatique qui se produit. Très bien. On parle beaucoup sur le panier de social et de live commerce. Comment est-ce que Pinterest s'inscrit ou s'inscrira dans ces mouvances marché ? Sont des tendances importantes, sont des tendances très intéressantes. Nous, on s'intéresse à tout ce qui rentre dans cette facilité pour un utilisateur d'identifier des inspirations qu'il va transformer en projet concret. Donc le live shopping pourrait tout à fait être une tendance. Aujourd'hui, on n'a pas d'ambition à très court terme, mais c'est quelque chose qu'on va regarder, qui est intéressant. On est plutôt sur, par exemple, des développements d'innovation en réalité augmentée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que une jeune femme qui cherche, par exemple, un maquillage ou un rouge à lèvres et tombe sur un produit L'Oréal peut avoir peut-être l'essayer sur elle. Donc cette technologie va le permettre. Ou alors, si tu cherches un canapé pour aller dans ton salon, et peut-être que tu as envie de voir à quoi ressemblerait ce canapé dans ce salon. Donc, les technologies de réalité augmentée, par exemple, peuvent enrichir, créer une immersion dans l'expérience qui peut toujours permettre de passer de cette phase d'inspiration jusqu'à l'acte d'achat. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la seule. Oui, pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, mais par exemple, ça, c'est une innovation que nous poursuivons aujourd'hui. Il pourrait y en avoir d'autres demain qui puissent toujours apporter de la valeur dans ce cheminement d'utilisateur. On avait fait le chemin inverse, je me souviens l'année dernière avec Émilie, où on parlait de la reconnaissance d'image qui était lancée sur Pinterest. Avec l'app, vous pouvez, chez un copain ou une copine qui a un super fauteuil, le prendre en photo et directement trouver les épingles qui correspondent ou les produits qui correspondent. Tout à fait, Lens, en fait, qui est l'appareil photo dans l'appli. Et ça s'inscrit toujours dans cette même vision qui est que de manière ultime, on veut créer une expérience de shopping personnalisée et inspirée et on veut te permettre de pouvoir acheter tout ce que tu vois sur Pinterest en dehors. Donc, quand tu vas chez quelqu'un, effectivement, tu pourrais aller rechercher un canapé similaire qui te plaît, mais si tu le prends en photo et que nos algorithmes vont le trouver automatiquement, ça apporte de la valeur ajoutée. Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'étape suivante dont tu parlais à l'instant, c'est la réalité augmentée. Ce canapé, je l'ai pris en photo, je l'ai trouvé, les épingles, je sais où l'acheter, je peux le tester directement dans mon salon. Et demain, dans un métaverse qui représente ma maison, on en parle ? Alors écoute, pourquoi pas un peu à terme, je dirais que c'est pas notre priorité à court terme parce qu'on peut encore améliorer l'expérience aujourd'hui de Pinterest. Je pense que le métavers c'est une tendance intéressante qui est encore très émergente. Il y a beaucoup d'innovations. Je pense qu'on s'y intéressera lorsqu'on verra une confirmation que nos utilisateurs y cherchent de la valeur ajoutée et qu'on peut apporter de la valeur ajoutée. On a vu aussi ces dernières années l'avènement de la vidéo et l'importance de la vidéo, des grands mouvements de fond, les Reels sur Instagram, TikTok évidemment qui explosent. Comment est-ce qu'on inscrit la vidéo dans le futur ou dans Pinterest actuellement ? C'est très important. On a des formats vidéo. Tu peux avoir une épingle vidéo, qui ressemble à une épingle normale mais juste vidéo. On a également un format publicitaire max width, donc qui prend en fait les deux colonnes. Donc très populaire, notamment les acteurs du luxe, de la beauté pour les lancements de produits, ainsi de suite. Max width, pardon, c'est toute largeur, toute largeur pleine, tout l'espace en fait de l'écran.
Et on a également lancé en fait un onglet qui s'appelle Watch, qui te permet de n'avoir que du contenu vidéo. Donc tu peux en fait maintenant scinder ton expérience sur ton fil d'inspiration entre du statique ou de la vidéo. Et donc ça accompagne le lancement de l'épingle idée également que je décrivais. Donc si tu es un créateur et que tu ne transmets ou ne communiques que tes inspirations par la vidéo, à ce moment-là tu seras découvert par cet onglet Watch ou Regarder. Et donc tu connecteras avec ton audience par ce biais-là. Donc on fait une grande place à la vidéo, qui est un format extrêmement populaire sur Pinterest et sur d'autres plateformes. Formidable. Plus aucune raison en tout cas, de ne pas tester si vous n'avez pas encore fait Pinterest pour promouvoir vos produits, vos idées, votre contenu, parce que c'est quand même une plateforme de brand content à la base, et c'est comme ça que la marque doit exister. J'aimerais atterrir dans cet échange qui est hyper intéressant sur peut-être des conseils sur comment lancer une marque consumer en 2022, question que je pose de plus en plus souvent à mes invités. Je ferai un compilé un jour, mais en tout cas ça me permet d'avoir des visions assez alors j'allais dire différentes, mais en fait c'est pas vrai, parce qu'elles se recoupent il y a des points de cristallisation à certains endroits. Mais donc Adrien, si je souhaite lancer une marque consumer en 2022, est-ce que tu as 3 conseils ou 3 piliers sur lesquels m'appuyer? Oui, je pense qu'on est dans un environnement qui est quand même extrêmement fragmenté. Tu as beaucoup de marques, beaucoup de plateformes, beaucoup de formats, donc il faut quand même se rappeler que les utilisateurs aujourd'hui ou les consommateurs sont extrêmement sollicités. Et donc, c'est quand même assez compliqué, si tu veux, d'émerger en tant que marque. Après, je pense que, et nous, on le fait tous les jours avec nos partenaires, on n'a jamais eu autant de données sur les comportements d'utilisateurs. Du coup, je partirais vraiment de l'insight. Qu'est-ce que j'apprends sur mes utilisateurs? Qu'est-ce qui est un besoin qui est non renseigné? Comment je peux être utile, tout simplement, mes utilisateurs? Donc, ça veut dire comment je suis sur la bonne plateforme avec le bon service ou le bon produit pour le communiquer au bon moment. Si tu veux. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Pour te donner d'ailleurs un exemple sur comment ça se traduit chez Pinterest, on va pas forcément sur Pinterest pour aller chercher une police d'assurance. C'est pas a priori ce que tu fais. Mais par contre, tu viens sur Pinterest lorsque tu prévois un déménagement. D'accord ? Et lorsque tu déménages, c'est un trigger point en fait pour chercher une police d'assurance. Donc on permet par exemple une compagnie d'assurance d'utiliser du ciblage publicitaire pour toucher un individu qui est dans ce projet, parce qu'à ce moment-là, ce service peut être utile. De même que les gens préparent l'arrivée d'un enfant, et l'arrivée d'un enfant, c'est un trigger point pour changer de voiture. Donc, de même, tu ne viendrais pas forcément chercher une voiture sur Pinterest, mais un constructeur automobile peut avoir un intérêt à toucher les personnes qui sont dans ce projet-là à ce moment-là. Donc, plus largement, pour s'extraire de Pinterest, je pense que c'est très important de partir d'un insight, d'un comportement d'utilisateur, et vraiment de se poser la question, est-ce que cette plateforme, cet insight me permet d'activer et d'être utile? Ensuite, je dirais un autre... Sur la data, je le redis, mais Pinterest Predicts, très intéressant, et vous trouverez donc c'est presque un cahier de tendance. C'est un cahier de tendance qui est librement accessible, donc effectivement, on le communique à tous nos partenaires, et qui en font une très bonne utilisation, parce que c'est effectivement aujourd'hui un peu le Graal d'avoir la bonne donnée et les bonnes insights, surtout quand ils sont prédictifs et qui se vérifient chaque année. Et l'autre élément qui me paraît important, en tout cas qui touche à notre univers de la publicité, et notamment publicité digitale, c'est que les condiments du succès pour des bonnes activations et des bonnes campagnes, c'est pas uniquement le média. C'est l'alignement en fait entre l'identification d'un bon insight qui est pertinent pour la marque, pour l'audience cible. C'est la bonne créa qui va effectivement construire sur cet insight pour pouvoir effectivement toucher l'utilisateur. C'est la bonne architecture de campagne média, effectivement, statique, vidéo, quel type de ciblage et autres. Et c'est également les bonnes solutions de mesure de l'efficacité pour pouvoir mesurer la contribution, effectivement, d'une plateforme. Voilà, donc c'est vraiment cet alignement entre insights, créa, média et mesure de l'efficacité qui fait qu'en tout cas chez nous, on voit d'excellentes performances chez ceux qui activent de cette manière.
dans l'insight data, donc pardon, je le redis, l'alignement d'un bon insight, d'une bonne créa, d'une architecture média et de KPI pour mesurer la réussite. Dans la recherche d'insights, j'ai parlé du Pinterest Predict. Il y a plein d'endroits sur Internet où trouver des trends, des tendances et des chiffres. Il y a aussi la concurrence. Et avec 300 milliards, je dis une bêtise, non c'est ça, 300 milliards d'épingles, chers auditrices, chers auditeurs, c'est aussi évidemment un bon endroit, enfin en tout cas une bonne idée pour aller regarder ce que font vos concurrents directs, indirects, d'univers. Très bien. Tout à fait. Adrien, c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps et d'avoir accepté cette invitation. Je retiens 89% des utilisateurs qui consultent Pinterest avant un acte d'achat, donc c'est de l'intentionnel. Et du coup, chères auditrices, chers auditeurs, aucune bonne raison de ne pas y être. Et je l'ai pas dit, mais cet épisode n'est pas sponsorisé. Hein, il est tout à fait traditionnel et organique. Adrien, merci infiniment. Merci à toi, Laurent, c'est un plaisir. Surtout que tu es une petite toux, donc tu réussis à tenir, c'est formidable. Merci à Estelle qui nous a chaperonné jusqu'à présent. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Si vous avez des questions, toutes les équipes de Pinterest sont évidemment à votre disposition et vous retrouverez Adrien sur LinkedIn, Adrien Boyer, Boyer. Merci. Merci à toi. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.